Ça va dire c'est la dernière séance d'introduction. Hein. Les prochaines séances seront consacrées à des problèmes plus précis. Donc là, l'idée, c'est que dans la première séance, on a vu les versions classiques de la démarcation, puis on a vu la critique de l'idée d'un critère de démarcation. Et là, je vais vous parler des renouveaux du critère de démarcation, parce que c'est quand même une question qui agite pas mal les philosophes des sciences ces derniers temps. Et il y a des raisons en fait contextuelles à ça, sur lesquelles je vais passer. Et donc, ce sur quoi je vais me baser, c'est ce volume, dont vous aurez un article à lire pour la prochaine séance, qui a été publié en 2013 et qui a un volume qui regroupe de nombreuses contributions à la philosophie des pseudosciences. Et ce qui est intéressant, c'est que les 5 premiers chapitres, qui sont écrits par 5 personnes différentes du volume, en fait, sont des tentatives pour dire « Mais si, c'est intéressant de rechercher un critère de démarcation entre science et pseudosciences, ou au moins une certaine forme de critère de démarcation. » Donc, une grande partie des premiers articles sont consacrés à donner des réponses à Laudan. Et l'idée, c'est que, voilà, un critère de démarcation entre science et pseudosciences est à la fois possible et utile. Mais il va falloir comprendre exactement quel projet on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes que Laudan avait pointés. Donc, la première question sur laquelle je vais finir aujourd'hui, c'est, encore une fois, à quoi bon un critère de démarcation? Voilà. Et je vais me concentrer sur je vais commencer avec l'article que je vous demanderai de lire pour la prochaine fois, qui est un article fait par le philosophe Martin Boudry, où il dit en fait, il faut distinguer 2 problèmes de la démarcation. Il dit qu'il y a et en fait, il pense qu'il est en train de s'opposer un peu à Laudan, mais je pense qu'il dit à peu près la même chose que Laudan, mais sous une certaine forme, c'est de dire, en fait, il y a 2 principes, 2 questions. Il y a le problème, question de faire la distinction entre la science et les autres activités, qui peuvent être tout à fait valables d'un point de vue épistémique. C'est-à-dire, il dit, voilà, c'est le projet de dire, bon, ben, qu'est-ce qui distingue la science, je ne sais pas, par exemple, de la philosophie, ou des mathématiques, ou de la logique, ou par exemple de l'histoire, si vous considérez que l'histoire n'est pas une science, parce que lui, je crois que c'est ce qu'il fait. Enfin, voilà. L'idée, c'est qu'il y a plein de champs de recherche de la vérité qui sont très, très intéressants, mais il y en a un qu'on appelle science, et on peut se demander qu'est-ce qu'on appelle science. Et ça, il va dire, bon, en fait, c'est pas très intéressant pour lui. Après, il y a d'autres personnes qui trouvent ça intéressant, mais lui, il ne trouve pas ça intéressant. Il dit, voilà, le vrai problème intéressant, c'est ce qu'il appelle le genuine demarcation problem, c'est l'idée de faire une distinction entre la science en laquelle on peut avoir confiance et la pseudoscience. C'est-à-dire, son idée, c'est il y a un type de recherche qu'on appelle la science, et la question, c'est de savoir, dans les choses qui prétendent être de la science, lesquelles sont de la vraie bonne science, et lesquelles sont juste des pseudosciences, auxquelles on ne peut pas faire confiance. OK ? Donc, juste pour reprendre la distinction, hein, l'idée de Laudan, c'était ça. C'était qu'en fait, on avait 2 versions on avait 2 axes qui sont complètement orthogonaux, qui sont qu'est-ce qui nous donne des connaissances, qu'est-ce qui est épistémiquement bien fondé, qu'est-ce qui est épistémiquement valable, et qu'est-ce qui est juste de l'opinion ou des trucs faux, qu'est-ce qui est épistémiquement pas valable. Et ce que disait Laudan, c'est bon, il y a des choses qui ne sont pas de la science et qui sont épistémiquement valables. Hein. Par exemple, si vous avez un bon reportage de journalisme d'investigation, hein, par exemple, qui révèle des magouilles au sein d'un gouvernement ou l'existence de paradis fiscaux ou des choses comme ça, si le reportage est fait de façon solide, vous apprenez quand même des choses, quoi. Vous avez des bonnes raisons de croire ce que dit le reportage. Vous avez augmenté votre connaissance du monde. Mais on ne va pas dire que le journalisme d'investigation est de la science. Hein, vous voyez ? En tout cas, dans un certain sens du terme. Hein, et par exemple, peut-être que la mathématique et la philosophie ne sont pas des sciences, mais est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont aucune valeur? Pas forcément. À l'inverse, il y a plein de choses qui rentrent dans la science et qui ne sont pas forcément épistémiquement hyper bien fondées. Il y a toutes les théories scientifiques abandonnées, où il y a plein de théories scientifiques un peu bizarres, auxquelles pas grand monde croit, où il y a des expériences qui sont scientifiques, mais qui en fait ont été tellement mal foutues qu'en fait elles ne nous apprennent rien. Elles sont même tellement biaisées qu'en fait elles nous induisent en erreur. Donc ce que dit Laudan, c'est que les gens avant se sont trompés. La recherche du critère de démarcation avant, elle reposait sur une sorte de confusion dans laquelle on pensait que faire la distinction entre la non-science et la science, ça nous permettrait de distinguer ce qui est épistémiquement valable de ce qui n'est pas épistémiquement valable. Et donc ça, c'était la critique de Laudan. C'est pour ça qu'il disait, du coup, on n'a pas besoin de distinguer entre ça et ça. Ce qu'on a besoin de distinguer, c'est juste entre ça en haut et ça en bas. Le fait de savoir si c'est scientifique ou non n'a aucun intérêt. Mais en fait, pour beaucoup de philosophes, en particulier américains, c'est très important de trouver un critère de démarcation. Et pourquoi ? Il y a des raisons un peu historiques à ça.
c'est là-dessus qu'on va finir. Une des raisons historiques, c'est les débats autour de l'enseignement de l'évolution aux États-Unis. Et surtout, le problème de l'intelligent design. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'intelligent design, hein, donc je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, en gros, il faut savoir qu'à partir des années 60, aux États-Unis, on autorise l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles. Elle avait été interdite dans les années 20, mais là, on commence à l'autoriser. Et en parallèle, l'enseignement du créationnisme est abandonné en 87. C'est-à-dire qu'on a eu une période pendant laquelle on enseignait la théorie de l'évolution et le créationnisme, hein, l'idée selon laquelle il n'y a pas d'évolution, les espèces ont été créées telles quelles par Dieu. Alors, il y a plusieurs versions. Il y en a où il a créé un certain nombre d'espèces, mais il y a des micro-variations à l'intérieur de chaque espèce. Par exemple, peut-être qu'il a créé le premier chien, puis ça a donné plein de chiens différents. Donc là, c'est une sorte de combinaison un peu bâtarde entre le créationnisme pur et un peu d'évolution. Mais voilà, donc il y avait une sorte de co-enseignement du créationnisme et de la théorie de l'évolution, mais le créationnisme est reconnu comme non scientifique, comme faisant partie du domaine religieux, et donc il est banni des enseignements de sciences dans les années 80. Et du coup, ça emmerde pas mal les créationnistes, hein, on va le dire tel quel. Et du coup, ils mettent au point une sorte de ruse, on va dire, pour essayer de réintroduire Dieu dans l'enseignement des sciences, et cette ruse, c'est ce qu'on appelle l'intelligent design. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligent design? C'est quelque chose qui dit, non, mais on nie pas que les espèces aient évolué. Ce qu'on va nier, c'est qu'ils aient évolué par sélection naturelle. Hein, vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire, les espèces ont changé au cours du temps, certes, c'est difficile à nier, mais par contre, on ne peut pas dire qu'elles ont toutes été créées qu'elles sont toutes le fruit de la sélection naturelle. Et ça, c'est habile, parce que c'est effectivement très dur de prouver que toutes les espèces sont le fruit de la sélection naturelle. C'est typiquement le genre d'énoncé qui, comme il parle de tout, vous ne pouvez pas vous amuser à tout prouver. Vous voyez, c'est juste que, étant donné que la théorie de l'évolution marche bien dans la plupart des cas, on peut se dire, la plupart des espèces naissent de la sélection naturelle. Et donc, ils vont créer une théorie qui s'appelle l'intelligent design, qui est la théorie selon laquelle en fait, les espèces ont évolué, mais il a fallu l'intervention d'un créateur intelligent, d'un concepteur intelligent. On ne va pas dire Dieu, hein, c'est un intelligent designer. Il y a quelque chose d'intelligent qui est intervenu dans l'évolution des espèces. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont trop complexes pour être le fruit de la sélection naturelle. Hein, donc, par exemple, ils vont essayer de mettre un vernis scientifique en essayant d'utiliser la théorie de l'information en disant voilà, c'est trop complexe, ça ne peut pas avoir évolué uniquement par sélection naturelle, il faut qu'il y ait eu un concepteur intelligent derrière. Et ça va arriver à un point crucial qui est ce qu'on appelle le procès de Dover, ou le Kitzmiller versus Dover Area School en 2005, qui est vraiment quelque chose qui a beaucoup agité les milieux scientifiques, dans le sens, alors qu'est-ce que c'est? C'est un procès qui est né du fait que dans une école, hein, dans un lycée, le board du lycée a décidé que ils n'ont pas le droit d'enseigner le créationnisme, ils n'ont pas le droit d'enseigner l'intelligent design, mais ils vont quand même demander aux profs de lire à la fin du cours sur l'évolution la déclaration suivante. Hein, ils vont dire, voilà, il faut que vous faites cours sur l'évolution, mais vous lisez ça à la fin du cours. Le message suivant qui est: les standards de l'Académie de Pennsylvanie requièrent que la théorie de l'évolution soit enseignée aux élèves et qu'à l'issue de cet enseignement, ceux-ci passent un examen standard portant en partie sur l'évolution. Parce que la théorie de Darwin est une théorie, elle continue d'être mise à l'épreuve à chaque nouvelle découverte. La théorie n'est pas un fait établi. Elle comporte des zones d'ombre pour lesquelles aucune preuve n'est disponible. Le dessin intelligent est une explication des origines de la vie qui diffère de celle de Darwin. Le livre de référence sur le sujet, Of Pandas and People, est à disposition des étudiants qui seraient curieux de creuser cette approche afin de mieux comprendre ce qu'est réellement le dessin intelligent et ce qu'il implique. Dans ce cas, comme celui de n'importe quelle théorie, nous encourageons nos élèves à garder un esprit ouvert. Alors, du coup, ça va être un problème, hein, il y a des membres du board qui vont démissionner parce qu'ils ne sont pas d'accord, tous les professeurs de biologie refusent de lire la déclaration, et du coup, il y a un certain nombre de personnes, dont des parents et des membres du board, qui vont porter plainte en disant, voilà, c'est contre la constitution des écoles des États-Unis parce que ça constitue un enseignement religieux, pas un enseignement scientifique. Et donc, il va y avoir un procès pour déterminer si l'intelligent design, non pas si c'est vrai, mais si ça compte comme une théorie scientifique ou pas.
Du coup, vous voyez, hein, la question, c'est pas la vérité. La question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui a sa place dans un cours de sciences ou pas? Bon, je ne vais pas vous lire tout le descriptif du procès, mais déjà, quelque chose qui est très, très intéressant, c'est que deux des témoins ou experts appelés à la barre pendant le procès, ça va être justement des philosophes des sciences, hein, Robert Pennock et Barbara Forrest, qui vont essayer d'expliquer quelle est la différence entre la théorie de l'évolution et l'intelligent design. Pourquoi il y en a une, c'est de la science, et pourquoi une, c'est pas de la science. Hein. Par exemple, Geoffrey vous parlera de Robert Pennock plus en détail dans une autre séance. Donc, il y avait vraiment un débat là-dessus autour de la scientificité ou de la non-scientificité de l'intelligent design. Et bon, le procès s'est assez mal passé pour les défenseurs de l'intelligent design, hein, d'après les rapports, parce que déjà, bon, leur défense était assez faible. Quelqu'un a argumenté que la définition qu'ils donnaient de la science était tellement large qu'on pouvait y inclure l'astrologie, ce qui était un problème. Mais surtout, le cas, on va dire les chances des défenseurs de l'intelligent design se sont complètement pété la gueule quand on a vu que ce livre-là, qui était le livre de théorie qui était censé expliquer l'intelligent design, les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était une nouvelle version d'un livre qui existait déjà avant, sauf que les auteurs avaient remplacé le mot création par le mot intelligent design entre les deux versions. Et donc là, c'est devenu assez difficile pour les défenseurs de l'intelligent design de dire « Mais non, c'est pas du créationnisme, voyons, c'est quelque chose de totalement différent. » Parce que les types avaient littéralement repris le même bouquin en enlevant le mot création pour le remplacer en remplaçant ça par design, quoi. Donc le procès s'est fini par l'idée que l'intelligent design n'est pas une théorie scientifique. C'est pas la question c'est juste une théorie, c'est juste quelque chose qui est de la religion déguisée, mais c'est pas une théorie scientifique. Elle n'a donc pas à être enseignée dans une classe de sciences. Et du coup, vous voyez, dans ce cadre-là, si les philosophes, par exemple, américains ont ça en tête, ça leur paraît très important de délimiter la science de la non-science. Parce que ça a un enjeu politique aux États-Unis. Donc la question maintenant, ça va être de dire, mais bon, ok, on comprend psychologiquement pourquoi c'est important pour eux de distinguer entre les deux, pourquoi politiquement c'est important de distinguer entre les deux, mais est-ce que finalement on n'aurait pas pu faire la même chose en disant, bon, en fait, il y a quand même beaucoup plus de raisons de croire la théorie de l'évolution que de croire l'intelligent design, tu vois. Hein, Laudan aurait quand même pu essayer de défendre en disant oui, je comprends que du point de vue politique, c'est plus facile de défendre que la théorie de l'évolution est scientifique et l'intelligent design non scientifique que d'aller dire directement il y a plus de preuves en faveur de l'évolution. Mais on va voir, on peut se poser la question. Du coup, vous voyez à peu près d'où se pose la question de la démarcation pour les philosophes les plus récents sur la question de la démarcation. Il y a vraiment des enjeux très importants qui sont liés à l'enseignement de l'intelligent design. Voilà, donc là, je vais arrêter ça pour aujourd'hui. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, dans la prochaine séance, donc on aura l'invité que je vous avais promis en première partie. Et dans la dernière partie, je finirai cette séance pour vous expliquer quelles sont les nouvelles versions du problème de la démarcation, hein, qui peuvent potentiellement éviter les écueils des anciens problèmes. Et voilà. Donc, je vous mettrai un article à lire pour la semaine prochaine, puis je vous donnerai les instructions par message pour nous dire où nous envoyer vos questions sur l'article avant le lundi soir. Ok. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec le cours, du coup? Non. Ok, alors du coup, on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine, puis à la semaine prochaine. La semaine dernière, j'avais commencé à parler de l'article de Boudry qui essayait de répondre à Laudan, et vous vous rappelez qu'un des défi de Laudan, c'est de dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une distinction entre science et pseudoscience? Pourquoi on ne peut pas juste faire une distinction entre des thèses qui ont été solidement démontrées et des thèses qui, en fait, ont été réfutées ou n'ont pas de fondement solide? Je vous avais dit que souvent, les philosophes des sciences américains qui traitent sur la question avaient en tête, par exemple, des questions d'actualité, qui ont des enjeux politiques comme par exemple le fait de savoir qu'est-ce qu'il faut enseigner à l'école. Est-ce qu'il faut enseigner juste l'évolution ou est-ce qu'il faut l'accompagner d'un enseignement de l'intelligent design? Alors dans un autre article du volume Science et pseudosciences, qui n'est pas celui de Boudry, mais un article de Manner propose selon lui un ensemble de questions pour lesquelles c'est très important d'avoir une distinction entre science et pseudosciences. Et donc j'ai repris dans cette slide ces questions et à chaque fois je me suis demandé, mais est-ce que
finalement, on a besoin, pour répondre à ces questions, d'avoir une distinction entre science et pseudoscience, ou est-ce que, comme le dit Laudan, ça suffit d'avoir une distinction entre des théories qui sont prouvées, pour lesquelles on a des bonnes raisons de les croire, et des théories pour lesquelles on n'a pas de bonnes raisons de les croire, ou de bonnes raisons de ne pas les croire. Et il y a des questions pour lesquelles c'est assez clair que finalement, on n'a peut-être pas besoin d'une distinction entre science et pseudoscience, mais juste entre ce qui est prouvé, ce qu'on a de bonnes raisons de croire, et ce qu'on n'a pas de bonnes raisons de croire. Par exemple, il demande, est-ce qu'il faut que l'assurance santé rembourse l'homéopathie ou le toucher thérapeutique? Et là, on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment, pour répondre à cette question, on a besoin de la distinction entre science et pseudoscience? Est-ce qu'on ne peut pas répondre seulement, on n'a aucune preuve de l'efficacité de l'homéopathie, donc finalement, la sécurité sociale ne pourrait pas la rembourser, Ou est-ce qu'il faut que les médiums aident la police pour rechercher des enfants qui ont disparu ou aider à résoudre des crimes? Et là encore, on pourrait dire, mais pour répondre à cette question, on n'a pas besoin d'avoir une distinction entre science et pseudoscience. On peut juste dire que il se trouve que les médiums n'ont pas un très bon track record dans la résolution de crimes, et donc on n'a juste pas de bonnes raisons de penser que c'est une bonne solution de les engager. Alors, il semble que pour la plupart des questions, en fait, finalement, on n'a pas besoin de distinction entre science et pseudoscience. Il y a quelques exceptions dans cette liste quand même. Par exemple, une qui est assez intéressante, c'est quel type de recherche on doit financer. Parce que là, on est en train de parler de financer des recherches, pas d'évaluer des théories qui ont déjà été formulées, pour lesquelles on a des raisons ou pas, mais de financer des activités pour chercher dans le futur. Quel type d'activité on doit rechercher? Et là, on ne peut pas dire, il faut financer les activités qui ont déjà démontré leur théorie, parce que là, on veut de la recherche, c'est-à-dire quelque chose qui va produire de nouvelles théories et de nouvelles explications. Donc là, ça va être plutôt quelque chose, on peut se dire, dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, on a besoin d'une distinction entre le type d'activité qui est plus susceptible de créer des bonnes théories et le type d'activité qui est moins susceptible d'arriver à de bonnes théories. Dans ce cas-là, on pourrait se dire, une façon, là, le critère science-pseudoscience pourrait nous servir. Une autre, c'est la question de savoir, par exemple, dans les tribunaux, quel type d'experts on doit accepter. Est-ce qu'on doit accepter, par exemple, des médiums? Ou par exemple, en France, il y a eu pas longtemps une pétition pour savoir est-ce qu'il faut accepter les témoignages de psychanalystes comme experts dans les tribunaux. Et là, c'est pas quelque chose où on peut se dire, la question, c'est pas la théorie, quoi. La question, c'est que cette personne va prononcer un verdict sur un cas précis. Donc, on n'est pas en train d'évaluer une théorie générale, mais on est en train d'évaluer la fiabilité d'un expert. Et là, on pourrait se dire, on a peut-être besoin d'une distinction science-pseudoscience pour savoir les experts qui ont une méthode qui permet d'arriver à des résultats fiables. Et vous voyez, en fait, on se dit, finalement, peut-être que Laudan a raison. Dans la plupart des cas, on n'a pas besoin d'une distinction entre science et pseudoscience. Alors ça je vais passer. Mais en fait, ça, c'est une observation, c'est vrai. Peut-être que dans l'absolu, si tout était parfait, qu'on pouvait évaluer chaque théorie une à une, ce serait mieux juste de se demander quelle théorie est validée, lesquelles ont été infirmées ou n'ont pas assez de preuves. Mais le fait, c'est que c'est pas vraiment possible. Pourquoi? Déjà, on n'a pas le temps d'évaluer toutes les théories qui existent. Et surtout, en fait, du point de vue, par exemple, des non-experts comme nous, je veux dire, personne n'est expert dans tous les domaines, des points de vue du non-expert, de la décision politique, de la décision dans les tribunaux, on n'est pas en mesure d'évaluer si les preuves sont bonnes ou pas. Je veux dire, il y a des questions simples dans lesquelles on peut se dire, je suis capable de regarder la littérature puis de décider quelle théorie est la meilleure ou pas. Mais très vite, ça devient très difficile pour le non-expert de savoir quels sont les bons types de preuves, quelle théorie est démontrée ou pas. Par exemple, si vous regardez les débats sur, l'efficacité du confinement sur le Covid-19, ça devient très, très vite technique. Et c'est très dur de s'y retrouver sans se fier aux experts. Donc, dans la plupart des cas, en fait, pour ce genre de décision, dans l'idéal, c'est vrai que ce serait bien d'aller tout de suite d'aller directement voir si les théories en question sont bien démontrées ou pas, mais en fait, on n'en a pas forcément la capacité. Parce que, par exemple, si on vous dit, il y a un théorème mathématique qui est ceci, vous dites, dans l'idéal, le mieux, ce serait de relire toute la démonstration, de vérifier qu'elle est correcte, et puis de voir si le théorème est effectivement démontré. Mais le problème, c'est que, moi, je sais pas, mais la plupart des preuves mathématiques, je suis juste incapable de les suivre, quoi. Donc, en fait, généralement, pour répondre à ces questions, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se fier à des experts. On va se fier à des indices. On va dire, les gens compétents ont dit que c'était vrai ou que c'était faux, etc. Et du coup, se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'on sait qui sont les gens compétents?
et ça c'est ce qu'on appelle entre autres le paradoxe de l'expert, c'est que pour savoir qui sont les gens compétents, bah, des fois il faut avoir certaines compétences dans le milieu. C'est-à-dire si vous n'avez aucune compétence dans un domaine donné, c'est un peu dur de savoir, de distinguer l'expert compétent de celui qui se fait passer pour un expert et qui va raconter des conneries partout sur les plateaux télé, etc. Et c'est là qu'on peut se dire, bah, c'est intéressant d'avoir une distinction entre science et pseudoscience, parce qu'une distinction entre science et pseudoscience, c'est une distinction qui peut aider à distinguer les types d'experts, mais aussi les types d'activités auxquelles on peut se fier et celles qu'on peut rejeter, sans avoir à refaire nous-mêmes la démonstration de chaque théorie, de chaque théorème qu'on voudrait analyser, ce qui n'est humainement pas possible. Donc, de cette façon, on peut dire que ce que Laudan demande, c'est effectivement l'idéal, ce serait d'avoir une démonstration pour tout, mais ça n'est pas un idéal humainement possible. Hein. Pour prendre des décisions dans la vie de tous les jours, pour décider qu'est-ce qu'on va financer comme recherche, quel type de traitement on va promouvoir, quel type de chercheur on va faire confiance, il nous faut des critères pour se dire, même si on n'est pas capable d'aller voir si leurs théories sont vraies, parce que c'est eux les experts, c'est à nous de le dire, on peut distinguer ceux auxquels on peut faire confiance en général de ceux à qui on ne peut pas faire confiance. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une distinction entre science et pseudoscience pour répondre à toutes ces questions techniques. Voilà. Mais ce que va dire Boudry, c'est que, du coup, en fait, Laudan a tort parce qu'il pense que, forcément, si on cherche un critère épistémique, ça va être un critère qui va si on cherche une distinction entre science et pseudoscience qui est intéressante, ça va être une distinction qui va à la fois nous permettre de distinguer la science de la non-science et la bonne science de la mauvaise science. En fait, c'est un peu ce que disait Laudan. Laudan disait oui, en fait, la distinction entre science et non-science, elle ne recoupe pas la distinction entre ce qu'il est bon de croire et ce qu'il n'est pas bon de croire. Vous vous rappelez, c'est peut-être deux dimensions un peu orthogonales. Il y a des choses qui sont non scientifiques et qui sont valables, et il y a des choses qu'on classifierait dans le domaine des sciences, mais qui en fait ne sont plus valables, ne sont pas valables, ne sont pas crédibles. Et du coup, il disait voilà, le critère entre science et la distinction entre science et pseudoscience n'a aucun intérêt parce qu'il est complètement orthogonal au fait de savoir ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire. Alors, ce que Boudry va dire, c'est que en fait, c'est pas vrai parce que la distinction entre science et pseudoscience, c'est pas la même que celle entre science et non-science. Ce que Boudry va proposer, c'est de dire, voilà, effectivement, c'est très difficile de distinguer science et non-science, mais les pseudosciences, c'est pas l'intégralité des non-sciences, en fait, vous voyez. C'est ce qui ressemble à de la science, mais n'est pas fiable. Donc, contrairement à ce que dit Laudan, on peut chercher un critère de démarcation entre science et pseudoscience qui soit qui conserve l'idée que on est en train de chercher ce qui est épistémiquement valable, parce qu'on n'est pas en train de chercher aussi une distinction entre science et non-science. Voilà. L'idée, c'est qu'il prend en compte la critique de Laudan qui disait, si vous cherchez un critère entre science et non-science, bah, ça vous donnera pas ce que vous devez croire le plus, parce qu'il y a des choses non scientifiques qui sont très crédibles et des choses scientifiques qui le sont moins. Mais là, ce que dit Boudry, c'est bon, mais la recherche d'une distinction entre science et pseudoscience, c'est pas la même chose qu'une recherche d'une distinction entre science et non-science. La pseudoscience, c'est juste une partie, une sous-partie de la non-science. C'est pas toute la non-science. Donc, je vais essayer de représenter ça comme ça. Hein. Du coup, la façon dont Boudry reformule le problème, c'est qu'il y a l'ensemble des activités épistémiques, hein, par exemple de recherche de la vérité, de production de théories. Et à l'intérieur de l'ensemble des activités épistémiques, il y a il y a les activités qui prétendent être de la science ou qui traitent d'un objet dont traitent les autres sciences, qui sont sur le même terrain que les autres sciences. Et on cherche en fait une distinction à l'intérieur de ce domaine entre ce qui est valable, qui va être la science, et ce qui n'est pas valide, ce qui va être la pseudoscience. Mais il reste toute une partie qui n'est ni de la science ni de la pseudoscience. Donc vous voyez que c'est assez différent de l'idée qu'attaquait Laudan, dans laquelle en fait la distinction entre science et pseudoscience, elle va recouvrir entièrement la distinction entre ce qui est valide et pas valide. Là, c'est de rechercher une distinction à l'intérieur de ce qui se fait passer pour la science, ce qui laisse tout un tas de non-sciences qui peut être bon ou mauvais, mais qui n'est pas... du coup, il n'y a pas de confusion entre les deux. Alors là, j'avais une première question qui était
Alors, Boudry pense qu'il faut un projet normatif de démarcation entre science et pseudosciences et que ça représente une urgence pratique parce que nombreux pseudoscientifiques. Mais la question, c'est, on peut se demander à quel point l'élaboration de critères raffinés par le philosophe pour distinguer la science de la pseudoscience peut permettre effectivement de résoudre ces problèmes pratiques, étant donné que le clan opposé va forcément refuser les critères proposés par les défenseurs du bon camp, qui est celui de la vraie science. Et c'est vrai, techniquement, les praticiens des pseudosciences vont peut-être pas accepter les critères que donneront les philosophes des sciences pour distinguer les sciences des pseudosciences. Parce qu'en général, de toute façon, les philosophes des sciences vont partir de l'idée que ces sciences-là sont des pseudosciences pour produire leurs critères. Donc, ils vont même rejeter le point de départ des philosophes des sciences. Mais je pense que ce que dit Boudry en disant qu'il faut que notre capacité à faire la distinction entre science et pseudosciences, c'est quelque chose qui a une importance pratique, c'est pas pour convaincre le praticien des pseudosciences qu'il a tort, en fait. L'idée dont part Boudry, c'est que, en fait, la plupart du grand public fait confiance à la science. Science, c'est un terme qui est positif pour la plupart des gens, et est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont des pseudosciences. Donc, et ce que dit Boudry, c'est qu'il faut aider le grand public à faire vraiment la différence entre la science et la pseudoscience en lui disant exactement quelle est la nature de cette différence pour ne pas se laisser piéger par certaines pseudosciences. Donc, c'est pas de convaincre les tenants des pseudosciences ou les praticiens des pseudosciences que ce qu'ils font n'est pas vraiment de la science. C'est ce qui est visé, c'est plus le public général, qui n'est ni les scientifiques ni les pseudo-scientifiques, mais ceux qui doivent faire la différence entre les deux pour pouvoir prendre des décisions pratiques et pour savoir à qui faire confiance. Alors, ce qui est intéressant, ce que dit Boudry, c'est que le problème de la distinction entre science et pseudoscience, en fait, c'est pas un problème qui est propre à la science d'une certaine façon, c'est que chaque pratique qui vise à produire une connaissance va avoir son jumeau maléfique, qui est son côté pseudo. Il dit voilà, les mathématiques vont avoir les pseudo-mathématiques, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'ils ont démontré que quel tel théorème est vrai alors qu'en fait ils n'en savent rien du tout. Les journalistes vont avoir les pseudo-journalistes. Donc ça, je pense que vous pouvez très bien voir à quoi ça ressemble. Il y a plein de sites d'information en ligne qui, pas dire, font comme si c'était du journalisme, mais qui ne produisent pas des contenus très fiables. Et bon, la philosophie va avoir une pseudo-philosophie. Alors là, je vais pas rentrer là-dedans parce que je veux vexer personne, mais disons que, par exemple, si vous prenez Boudry, si vous lisez d'autres textes de Boudry, clairement, lui, il a en tête l'idée que le postmodernisme, c'est pas vraiment de la philosophie. C'est un peu l'équivalent pour la philosophie de ce qu'est l'astrologie à l'astronomie. Mais je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est une toute autre question. Et du coup, en fait, ça donne cette image-là. Ce qui dit, voilà, c'est qu'en fait, on a deux questions. On a la démarcation territoriale. Ce serait qu'est-ce qui différencie la philosophie des mathématiques? Qu'est-ce qui différencie les mathématiques des sciences humaines? Et qu'est-ce qui différencie les sciences humaines des sciences naturelles? Et il dit, voilà, ça, c'est un problème, en fait. Déjà, je vois pas en quoi c'est très intéressant. Et ensuite, surtout, lui, il pense que c'est un problème qui est pas vraiment, qu'on peut pas vraiment résoudre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de distinction claire entre les différentes disciplines. Il y a une sorte de continuum entre toutes ces disciplines. Il y a des questions philosophiques qui vont se poser dans les sciences naturelles. Les mathématiques vont être utilisées dans les différentes sciences. Le fondement des mathématiques va être discuté en philosophie, etc., etc. Et même, ce qu'il va dire, c'est que il n'y a même pas de distinction hyper nette entre l'activité rationnelle de la vie de tous les jours. Par exemple, je sais pas, si vous êtes enquêteur et que vous menez une enquête policière, vous allez utiliser vous allez utiliser des instruments semblables à ceux que peuvent utiliser ces différents domaines. Donc, pour Boudry, il y a cette question-là qui serait de différencier les sciences naturelles, les sciences humaines, donc en fait même la science en général de ce qui n'est pas de la science. Ça, c'est une question qui est orthogonale à celle de différencier ce qui est de la bonne activité épistémique de ce qui est de la mauvaise activité épistémique. Donc lui, ce qu'il dit, c'est je pense que le vrai problème, c'est celui-là, c'est de chercher qu'est-ce qui va différencier la bonne activité épistémique de la pseudo-activité épistémique. Et du coup, en fait, je pense que ça ne vaut pas la peine d'essayer de chercher ce qui différencie la science des autres activités. En fait, ce qu'il propose, c'est de chercher la différence entre science et pseudoscience sans vraiment chercher la différence entre science et non-science. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. C'est pour ça que c'est assez différent des projets anciens qu'on pouvait trouver par exemple, dans le cercle de Vienne ou Popper, où la distinction entre science et pseudoscience, elle suivait les mêmes critères que celle de la distinction entre science et non-science.
Ici, ce sont deux choses différentes. En fait, on peut n'avoir aucun critère clair de distinction entre science et non-science, mais des bons critères de distinction entre science et pseudoscience. Et ça veut dire aussi que les critères qui vont distinguer la science de la pseudoscience, bah, ça va pas être des critères qui sont propres à la science. Ça se trouve, ça va être les mêmes critères qui vont distinguer la philosophie de la pseudo-philosophie. Donc, les critères qui vont distinguer la bonne science, bah, ça va pas être les critères qui distinguent la bonne science des bons autres domaines. Ça peut être, donc, il y a des critères qu'on va retrouver à travers les domaines. Et c'est pour ça que pour l'ODAN, on n'a pas besoin de s'attaquer à la question de la démarcation territoriale pour résoudre la vraie question importante qui est celle de la démarcation entre science et pseudoscience. Est-ce que vous voyez le truc enregistré? Parce que quand moi je partage mon écran, ça n'apparaît pas. Juste pour être sûr que ça marche. OK. Voilà, donc ça c'est ce que dit Boudry, hein, le projet territorial est impossible pour lui. Alors ce qui est intéressant pour Boudry, c'est qu'il pense que, et comme beaucoup de gens maintenant, en fait, qu'un des problèmes des anciens critères, qui étaient ceux du cercle de Vienne et de Popper, c'est qu'ils se concentraient sur la théorie, en fait, sur la théorie comme unité. Pour distinguer si quelque chose appartenait à la science et pas à la pseudoscience, il fallait se concentrer sur la théorie. On cherchait si la théorie est falsifiable. Mais il dit, en fait, ça, c'est intenable. Bon, ça, c'est quelque chose que je pense Serge va développer après, entre autres, parce que il y a des pratiques qui ont des théories falsifiables. Par exemple, bon, là, on va prendre l'exemple de la Terre plate, de l'astrologie. Les théories sont falsifiables, mais l'activité des chercheurs autour de ces théories, des gens qui cherchent à défendre ces théories, n'est pas ouverte à la falsification. C'est-à-dire, vous voyez un peu la différence, la théorie est falsifiable, mais le champ est structuré de telle façon que les chercheurs essaient d'immuniser la théorie contre la falsification, ou alors ne prennent pas en compte les efforts de falsification. C'est pour ça que Boudry pense que pour chercher si un domaine est scientifique ou pseudoscientifique, il ne faut pas le considérer comme une théorie, comme juste un réservoir de théorie. Et il faut le considérer comme un ensemble de pratiques. Hein. Et donc, il va falloir plonger les mains dans les considérations sociologiques et psychologiques. Et aussi, alors, il faut aussi regarder la structure des théories. Hein, mais ça suffit pas, il faut aussi prendre en compte l'organisation sociologique et psychologique de ces domaines pour décider si ce sont des pseudosciences ou pas. C'est pas juste la théorie, c'est la façon dont les acteurs se conduisent autour de cette théorie. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre à une question qui était assez intéressante, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait, on n'a pas envie de dire que le système héliocentrique, par exemple, le système héliocentrique copernicien qui n'était pas parfait, ou même le système de Ptolémée qui était géocentrique, sont des théories qui sont fausses aujourd'hui. Donc, on n'a pas de bonnes raisons de défendre, hein, qui ont un statut épistémique, on va dire, faible. Mais on n'a pas envie de dire que ce sont des pseudosciences. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que la différence entre science et pseudoscience, elle peut être basée sur le fait de savoir que c'est sur des critères épistémiques du genre on a des bonnes raisons de le croire ou on n'a pas des bonnes raisons de le croire. Parce qu'on a envie de dire, bon, ben, c'est des sciences, des théories scientifiques qui ont été falsifiées, mais les gens qui ont travaillé sur ces sciences, c'était des gens sérieux, c'était pas des pseudo-scientifiques. Je pense que c'est là que c'est important de voir que l'unité d'analyse pour Boudry et plein d'autres, maintenant, c'est pas la théorie, mais c'est l'ensemble de l'activité autour de ces théories. On peut dire, oui, ces théories sont fausses, mais à l'époque où des gens les défendaient, ils le défendaient sur la base de méthodes, de critères et de comportements qui correspondent à ceux de l'activité scientifique bonne. Vous voyez, l'idée, c'est que si aujourd'hui quelqu'un cherchait à défendre le modèle géocentrique, par exemple, ce serait une pseudoscience, parce que ce serait très difficile à défendre tout en gardant une bonne pratique scientifique. Mais à l'époque où c'était défendu, c'était une science parce que c'était défendu en suivant les canons, on n'a pas encore identifié, hein, de ce qu'était la bonne méthode ou de la bonne pratique scientifique. Donc il y a des théories comme ça qui ont connu un peu ce destin. Un exemple qui est pas mal connu et discuté, c'est par exemple la phrénologie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la phrénologie. C'était donc au fin 19e siècle, cette idée selon laquelle le cerveau est structuré en parties qui remplissent des fonctions très précises en fait. C'est de là que vient l'idée de Bose-Desmat, par exemple. Vous aviez une partie du cerveau qui était destinée au langage, l'autre au raisonnement, d'autres à la vertu, d'autres à l'amour paternel, des choses comme ça. Alors, c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment ces choses-là qui étaient dites. Et à un moment, la phrénologie a été abandonnée, mais à un moment, c'était une activité scientifique qui était prise au sérieux par la communauté scientifique.
il y avait des bonnes raisons de penser certaines choses. Hein. Par exemple, il y avait la phrénologie était partie d'observations chez des patients qui avaient des lésions dans le cerveau à des zones précises, et ça avait l'air de n'avoir qu'un seul effet. Par exemple, bloquer le langage sans bloquer le raisonnement en général ou des choses comme ça. Mais il se trouve que bon, la phrénologie a été abandonnée par le milieu scientifique parce que bon, elle tenait pas le coup devant les données. Mais il y a des gens qui ont continué à être phrénologistes ou phrénologues, je ne sais pas comment on dit, longtemps après que la phrénologie était abandonnée par le milieu scientifique. Donc on peut dire qu'il y a un moment où la phrénologie était scientifique, et puis il y a un moment où elle était clairement une pseudoscience, si vous voulez. Et ce qui compte du coup, c'est parce que le type d'activité qu'il y avait autour de la théorie était différent. On n'était pas dans le même fonctionnement. Alors, une autre question qui était bien, c'est le critère psychologique donné par Kitcher est intéressant, mais imaginons que nous déterminions telle attitude récurrente chez les pseudoscientifiques. Par exemple, peut-être que la psychologie des pseudoscientifiques, c'est qu'ils sont une grande tendance au biais de confirmation. Est-ce que du coup, on peut dire que si quelqu'un travaille dans un laboratoire officiel, par exemple, voilà, il est à l'Université de Genève, hein, et il travaille dans un laboratoire de physique ou de chimie de l'Université de Genève, mais qu'il a un biais de confirmation, est-ce qu'on dirait que du coup, il fait de la pseudoscience ou il fait quand même de la science tout en étant biaisé? Et ça, c'est une bonne question, parce que Boudry dit oui, il faut de la psychologie, mais bon, c'est pas juste psychologique, il y a plein de critères. Et je pense, bon là, je sais pas ce que lui répondrait, mais je pense qu'une chose qu'on peut répondre, c'est qu'il faut voir dans l'ensemble du champ comment c'est structuré. C'est-à-dire que souvent, effectivement, s'il y a plein de scientifiques qui ont un biais vers leur propre théorie, hein, qui aiment bien leur propre théorie, mais en fait, le champ est ainsi structuré de façon à ce que il y a un champ scientifique classique comme la chimie, etc., est structuré de façon à ce que vous allez trouver des scientifiques qui ont des opinions divergentes. Donc, même s'ils ont leur biais de confirmation, le champ fait que ces biais de confirmation s'annulent ou en tout cas sont compensés par les biais de confirmation opposés. Vous voyez ? Tandis qu'on pourrait dire que dans le domaine d'une pseudoscience, il y a un biais de confirmation qui est généralisé dans le sens où ils ont tous un biais dans la même direction. Ça peut être une façon de répondre. Donc, je pense que vraiment là, la question, ce serait, il faut vraiment voir l'organisation du domaine en son ensemble. Vous voyez ? Après, peut-être que bon, il accepterait de dire que le biais de confirmation fait qu'une personne, même travaillant dans un labo, est pseudo-scientifique. Je ne sais pas exactement ce qu'il dirait. Mais en tout cas, il dirait pas qu'on pourrait en déduire que cette science, en général, est une pseudo-science. Peut-être qu'on aurait un pseudo-scientifique, mais qui ferait de la science, parce que le domaine dans lequel il travaille, en général, échappe à un biais de confirmation généralisé. Alors ça, je vais passer. Du coup, on a vu que le projet tel que Boudry le propose, c'est de distinguer la science de la pseudo-science, pas la science de la non-science. Mais bon, c'est bien de donner le projet, et la question qu'on va se poser dans le reste du cours, hein, pas aujourd'hui, mais en général, c'est du coup, c'est quoi les critères qui distinguent la science de la pseudo-science, la science fiable de la mauvaise pseudo-science? Et bon, en général, quelque chose qui est accepté pas mal dans le champ actuellement, c'est qu'il n'y a pas un critère, c'est qu'il va y avoir une multitude de critères, et du coup, ça va être une question de degré. Hein. Il va y avoir de la très bonne science, il va y avoir de la science, de la bonne science, il y a des recherches qui peuvent être bonnes dans l'ensemble, puis avoir un défaut ou des choses comme ça. Donc, ça va être un ensemble de critères, et on va dire plus une pratique correspond à ces critères, plus elle est scientifique, et plus elle en rate, moins elle est scientifique. Il y a la question aussi de savoir si les critères s'appliquent pour tous les domaines. Par exemple, on pourrait dire, voilà, un domaine qui chercherait à tester l'efficacité d'un traitement, mais qui n'aurait jamais recours à, je sais pas, des études en double aveugle, à des essais cliniques bien faits, ça donne des raisons de penser que c'est pas un domaine très fiable. Mais vous voyez que le critère utilise des essais randomisés en double aveugle, c'est quelque chose que vous allez appliquer juste à certains domaines de recherche, ceux qui portent sur les traitements. Vous n'allez pas utiliser ce même critère pour, je sais pas, évaluer de la sociologie ou de la philosophie. Donc, il y a plein, là, la question, ça va être celle des critères. Donc, alors, Boudry en propose quelques-uns que je vais passer en revue. Il y a ce qu'il appelle les shadowy retreats. C'est l'idée que quelque chose qui caractérise les pseudosciences par rapport à la science, à la bonne science, c'est que les prédictions ou les théories sont formulées de façon assez floue pour
pour que ça soit difficile de vraiment les réfuter. Elles sont assez floues pour pouvoir échapper aux données collectées ou aux preuves collectées, à toujours pouvoir y survivre, en fait. Vous voyez? Multiple endpoints and moving targets. Là, c'est l'idée encore que elles arrivent à être formulées de telle façon que si les choses vont de la façon dont elle l'avait prédit, alors ça valide la théorie. Mais si les choses ne se passent pas comme il l'avait prédit, il y a une façon de reformuler ou de sauver la théorie qui fait non, mais en fait, on pouvait prédire ça. Donc là, ce qu'il donne comme exemple, c'est par exemple les prédictions d'Apocalypse, de dire voilà, la fin du monde va arriver tel jour. La fin du monde n'arrive pas ce jour-là. Et alors là, il y a plusieurs façons de le dire. C'est de dire bon en fait, on avait prédit la fin du monde, mais elle a été repoussée. Donc la théorie de base n'était pas fausse, mais il y a eu, par exemple, Dieu nous a donné un sursis parce qu'il a été touché par notre vertu. Ou alors, par exemple, un exemple assez connu, c'est les témoins de Jéhovah, je crois, qui prédisaient la seconde incarnation du Christ pour la fin des années 1870, quelque chose comme ça. Alors, a priori, il n'est pas venu, mais en fait, ce qu'ils ont dit, c'est si, il est bien revenu, mais il reste invisible pour le moment. Donc, la théorie s'est réalisée, c'est juste qu'on n'avait pas précisé qu'il ne se montrerait pas à nous au moment où il reviendrait. Vous voyez ? Tandis que s'il était revenu, bon, ça aurait validé la théorie. Après, bon, ça, on fera une séance là-dessus. Il y a le fait de penser de façon conspirationniste, c'est-à-dire quand il y a des évidences contraires à la théorie, rejeter ces évidences comme étant le fruit d'intentions malveillantes, en fait. S'il y a l'air d'avoir des preuves qui vont contre la théorie, c'est parce qu'il y a des gens qui cherchent à nuire à la théorie, et donc les preuves ne sont pas fiables parce qu'elles sont fabriquées par des gens qui cherchent à nuire à la théorie. Et enfin, il y a ce qu'il appelle des invisible escape clauses. Alors, il faut distinguer ça des deux premières. Les deux premiers, c'était vraiment la théorie elle-même qui était floue ou qui permettait de jouer et de changer la prédiction de façon à survivre aux données. Tandis que là, c'est les invisible escape clauses. C'est pas l'idée que c'est quelque chose dans la théorie, c'est le fait de rajouter des hypothèses supplémentaires qui n'étaient pas dans la théorie pour sauver la théorie. Donc, l'exemple qu'utilise Boudry dans d'autres papiers, c'est par exemple la parapsychologie. Quand elle a été confrontée à un certain nombre d'échecs dans ses expériences, elle a peu à peu rajouté cette idée dont, alors je ne sais plus quel nom il donne à ces ondes. L'idée, c'est que bon, il y a les ondes psy qui sont utilisées par les psychiques, et en fait, il y a des ondes, on va dire anti-psy, mais c'est catapsy, je crois. C'est les ondes catapsy qui sont générées par les gens qui ne croient pas dans les pouvoirs psychiques, ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que donc à chaque fois que quelqu'un qui a des pouvoirs psychiques est examiné par une personne qui n'y croit pas, en fait, la personne qui examine génère des ondes qui va annuler le pouvoir de la personne qui a des pouvoirs psychiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la théorie de base, de la théorie selon laquelle certaines personnes ont des pouvoirs psychiques, mais c'est quelque chose qui est rajouté pour sauver la théorie de toute objection possible. Alors, il y avait quelques questions là-dessus, donc j'ai bientôt fini. Une question, c'est voilà, si on prend ce que Boudry dit sur la shadowy retreats, l'idée qu'on a une théorie qui est tellement floue, tellement mystérieuse qu'on n'arrive pas à en tirer des prédictions assez claires pour qu'elles soient réfutables, il y a quelqu'un qui demande est-ce que la mécanique quantique tombe pas un peu là-dedans? Alors c'est une bonne question, je vais présenter pourquoi. Alors là, la question c'est bon, est-ce que la mécanique quantique tombe pas là-dedans parce qu'elle dit, voilà, il y a juste des choses qui sont probabilistes et on ne pourra jamais expliquer pourquoi. Donc ça, c'est une interprétation de la physique quantique selon laquelle il y a du hasard pur. Donc voilà, il y a une sorte de probabilité de coup de chance qui est irréductible, qu'on ne pourra jamais expliquer. C'est comme ça, c'est probabiliste, il y a du hasard fondamental. Est-ce que, du coup, comme c'est un hasard fondamental, on ne pourra jamais expliquer pourquoi finalement la particule, elle va dans tel sens plutôt que dans tel autre. C'était vraiment un hasard fondamental. Alors, est-ce que ça tombe dans Shadowy Retreats? Pas exactement parce que, par exemple, un autre truc connu dans le genre, c'est quand Newton a formulé sa théorie de la gravitation, de l'attraction universelle, pardon, il a dit oui, l'attraction existe, mais j'ai foutrement aucune idée de ce que c'est ni de comment ça marche. Pourquoi il y a de l'attraction, j'en sais rien. Mais ça me permet de faire plein de prédictions assez intéressantes et ça a l'air de bien fonctionner.
Donc là aussi, il y avait l'idée que bon, c'était un truc obscur. On posait l'existence de ça, ça permettrait de résoudre et d'expliquer plein de choses, mais on n'avait pas vraiment d'explication de la nature de l'attraction universelle. Donc en fait, la Shadowy Retreats pour Boudry, c'est pas l'idée qu'on va poser des trucs inexplicables, parce qu'en fait, en science, au bout d'un moment, on est obligé de poser un truc qu'on va pas expliquer tout de suite. C'est impossible de remonter au premier principe tout de suite. On va dire, voilà, on va poser l'existence d'atomes parce que ça a l'air d'expliquer beaucoup de choses, ça fait des prédictions. Ce que Boudry appelle des shadowy retreats, c'est l'idée qu'on pose des choses, mais que ces choses-là sont tellement obscures qu'on ne peut pas en tirer des prédictions claires. Tandis que, par exemple, l'attraction universelle de Newton ou les règles de la mécanique quantique sont vraiment assez précises et peuvent être formulées sous forme d'équations, de telle sorte qu'on peut faire des prédictions assez précises, même si on n'a aucune idée de pourquoi c'est comme ça et de comment ça marche. Donc, ce n'est pas le type d'entité qui est shadowy, c'est la théorie elle-même qui n'est pas assez précise pour qu'on en tire quelque chose. Donc, par exemple, l'exemple que prend Boudry, c'est l'intelligent design. Donc l'idée, c'est qu'en principe, ce ne serait pas un problème de postuler que les espèces ont été créées par une sorte de dieu. Mais là, le problème dans l'intelligent design, c'est que les motifs de ce dieu sont tellement flous qu'on peut en tirer aucune prédiction. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'ornithorynque? On ne sait pas, il avait envie, quoi. Par contre, si vous aviez une théorie du genre, les espèces ont été créées par une divinité qui veut maximiser le nombre de formes symétriques dans le monde, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, là, vous avez déjà quelque chose d'un petit peu plus falsifiable. Vous pourriez dire, oui, mais si je trouve des espèces qui sont non symétriques, ça a l'air de falsifier un peu la thèse, ou quelque chose comme ça. Enfin, là, c'est vraiment une thèse d'idiote, mais vous voyez un peu l'idée. Donc l'idée, ce n'est pas le problème de faire appel à des entités obscures, c'est le problème de faire des choses qui sont... de faire appel à des théories qui sont trop floues pour qu'on puisse en tirer des prédictions claires. Cela dit, pour voir la question physique quantique, en fait, si vous regardez la logique de la découverte scientifique de Popper, c'est une question à laquelle Popper s'attaque très longuement, parce que le problème de la mécanique quantique, c'est qu'elle fait des prédictions probabilistes. Et techniquement, dans le sens le plus absolu du terme, on ne peut jamais falsifier une prédiction probabiliste. C'est-à-dire, imaginez que j'ai une pièce et je vous dis, ça, c'est une pièce qui n'est pas truquée. Elle a une chance sur deux de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face, que je la lance 100 fois et qu'elle tombe 100 fois sur pile. Bah, statistiquement, c'est compatible avec le fait que la pièce est normale. Hein, c'est juste qu'il y avait une chance sur je ne sais pas combien de milliards que ça arrive. Mais techniquement, ça ne falsifie pas logiquement la théorie selon laquelle ma pièce est normale. Vous voyez ? Donc, dans la logique de la découverte scientifique, c'est un truc que Popper, en fait, développe longuement et il reconstruit un peu les probabilités à partir d'axiomes, ce qui fait que le bouquin est vraiment très dur à lire parce que c'est énormément mathématique, pour essayer d'expliquer comment on peut falsifier une théorie probabiliste, en fait. Et donc, en gros, l'idée de Popper, c'est un peu ce qu'utilisent pas mal de scientifiques aujourd'hui, c'est que on va calculer un intervalle de cas plausibles. En fait. Effectivement, si ma pièce tombe 100 fois sur pile et jamais sur face, logiquement, ça ne falsifie pas l'idée sur laquelle ma pièce est normale, mais c'était statistiquement très improbable, étant donné que ma pièce était normale. Hein. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va se fixer des bornes. C'est-à-dire, en partant de l'hypothèse que ma pièce est normale, je vais tirer la pièce, puis si je vois un événement qui avait moins d'une chance sur 10 000 de se produire avec une pièce normale, je vais en déduire qu'elle n'est pas normale. Mais effectivement, il y a le fait qu'effectivement les théories probabilistes ne sont pas falsifiables au sens logique du terme. Mais bon, vous voyez que au bout d'un moment, quand même, on est raisonnablement rejeté une hypothèse probabiliste. Alors là, je crois que c'est une des dernières questions, c'est selon Boudry, les diverses pseudosciences cherchent à s'immuniser contre d'éventuelles falsifications à l'aide de diverses stratégies. Sans pour autant utiliser ces stratégies spécifiques, certaines sciences ne chercheraient-elles pas aussi à maintenir certaines hypothèses, théories, coûte que coûte? Et là, oui, c'est quelque chose dont on avait un peu parlé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en science aussi, des fois, quand une théorie est confrontée à un problème, à des données contraires, la théorie n'est pas tout de suite abandonnée. Hein. Je vous avais donné le cas classique de... Uranus et Neptune, hein, l'orbite d'Uranus qui est bizarre, mais on ne rejette pas la théorie, on va postuler l'existence d'une autre planète. Mais, et du coup, en fait, quelle est la différence entre les sciences et les pseudosciences? Les scientifiques aussi, de temps en temps, décident de garder leur théorie plutôt que de la rejeter tout de suite. Puis comme je vous ai dit, c'est assez courant. Hein. Par exemple, en biologie, si vous trouvez quelque chose de bizarre, vous vous demandez si vous n'avez pas foiré un peu la méthode au début, quoi.
Vous dites, si vous avez un résultat complètement fou, vous pouvez vous dire, est-ce que les flacons n'ont pas été contaminés à un moment dans le processus ou des choses comme ça. Donc, c'est assez courant de ne pas rejeter les théories bien établies tout de suite en science. Donc, quelle est la différence de ce point de vue-là entre science et pseudoscience? Alors, il y a plusieurs critères qu'on peut proposer. On peut dire, voilà, effectivement, il y a un taux de résistance, il y a une période de résistance qui est normale, mais les scientifiques finissent par céder éventuellement devant trop de données, et tandis que les pseudosciences résisteront éternellement. C'est une sorte de critère, c'est pas le meilleur. Alors, un meilleur critère, c'est ça, c'est, bon, en fait, quand vous essayez de sauver une théorie par rapport à des données contraires, vous allez créer des hypothèses pour expliquer pourquoi la théorie ne correspond pas aux données. Par exemple, vous vous rappelez, dans le cas du CERN, les scientifiques observent qu'il y a des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, puis ils se disent, mais peut-être qu'on a... Est-ce que tout le monde a perdu Florian ou est-ce qu'il n'y a que moi? Non, moi aussi, je l'ai perdu. Bon. Moi aussi. Ok, vous me revoyez? Ça y est. Oui. Ouais, je pense que ça a coupé chez moi. Je suis désolé. Donc, je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu. Je dis, voilà, donc les scientifiques, comme les pseudo-scientifiques, peuvent chercher à sauver leur hypothèse d'une expérience contraire, mais ils vont générer pour ça des hypothèses supplémentaires. Et bon, normalement, la bonne pratique scientifique veut qu'on mette ces hypothèses supplémentaires à l'épreuve, qu'on les teste. Par exemple, si on dit, voilà, Uranus bouge bizarrement parce qu'il y a une planète cachée à tel endroit, ben, on va essayer de trouver telle planète. Ou alors, si on dit que c'est parce que les appareils n'ont pas bien marché, ben, on essaye de voir si l'appareil n'a pas bien marché, on essaye de refaire l'expérience de mieux pour voir si ça donne les mêmes résultats. Tandis qu'on pourrait dire qu'une caractéristique des pseudosciences, c'est d'accumuler... Oui. Je pourrais faire juste une remarque par rapport à Uranus et Neptune. Tout à fait, ouais. Parce que je suis d'accord tout à fait sur l'exemple dont on cherche toujours d'abord à sauver la théorie, mais je trouve que c'est un exemple qui n'est pas terrible, parce que Uranus, c'était justement une nouvelle planète qu'on venait de découvrir. Donc, supposer qu'il y en ait d'autres qu'on n'ait pas découvertes, c'est moins, tiré par les cheveux que simplement rajouter une hypothèse ad hoc. On parlait du fait que la première fois que Galilée a pointé sa lunette au ciel, la première chose qu'il a vue, c'est que la majorité des étoiles nous sont invisibles à l'œil nu. Donc, c'est normal qu'il y ait plein de corps qu'on ne voit pas, et c'est dans ce sens-là que cet exemple-là, moi, me gêne un tout petit peu, comme exemple de ce que vous dites. Effectivement, en plus, ça paraît raisonnable par rapport à... On peut dire que c'est une hypothèse qui paraît raisonnable et qui ressemble à des choses qu'on a vues auparavant, par exemple. Oui, effectivement. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est aussi un bon critère auquel je n'avais pas pensé. Ouais. Du coup, en fait, ce critère, il est assez... ça, c'est un critère développé par des gens comme Lakatos, qui est un philosophe des sciences, dont vous avez sûrement entendu parler si vous avez suivi le cours de philo des sciences avant celui-là. Pour lequel, en fait, bon, ben, il y a toujours une couche d'hypothèse ad hoc entre la théorie et l'expérience, mais ce qui va distinguer un bon d'un mauvais programme de recherche, c'est que dans le mauvais programme de recherche, les hypothèses ad hoc, en fait, elles viennent juste d'essayer de sauver la théorie sans être fécondes, tandis que dans un bon programme de recherche, les hypothèses qui sont ajoutées vont être fécondes, vont permettre des nouvelles découvertes, parce qu'elles vont provoquer de nouvelles recherches, en fait, vous voyez. Enfin, un dernier critère qui peut être utilisé, c'est que les scientifiques, en fait, ne cherchent à conserver des hypothèses que celles qui ont été, qu'on fait leur preuve dans le sens où elles arrivent à résoudre certains problèmes. C'est-à-dire, si vous prenez un scientifique particulier, peut-être que lui, il va chercher à sauver sa théorie, même s'il a que des raisons idiosyncrasiques de la défendre. Mais si vous prenez la communauté scientifique dans son entier, généralement, si les scientifiques en leur entier, en tant que communauté, cherchent vraiment à sauver une théorie d'expérience contraire, c'est parce que c'est la meilleure théorie qu'on a pour tout un autre tas de phénomènes, en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose que certains philosophes vont défendre, c'est que la pratique scientifique, c'est pas d'abandonner les théories, c'est de les abandonner quand on a une meilleure théorie.
Donc, en gros, l'idée, c'est que c'est rationnel de continuer à s'accrocher à une théorie, même quand on a des problèmes avec cette théorie, si on n'a pas de meilleure théorie. La meilleure théorie étant celle qui a permis de résoudre des problèmes par le passé. Mais on peut dire, dans le cas des pseudosciences, c'est pas clair que les théories qui sont défendues contre l'expérience méritent d'être défendues dans le sens où elles ont réussi à résoudre d'autres problèmes par ailleurs, en fait. Vous voyez un peu la différence. C'est-à-dire que oui, c'est un problème de continuer à soutenir une théorie qui a des données contraires, mais ça peut être justifié dans le sens où cette théorie, par ailleurs, a des vertus. Si on essaie de défendre l'expérience d'une théorie qui n'a aucune vertu, on peut dire qu'on n'est pas exactement dans le même cas de figure. Voilà. Alors, il y a juste une dernière question. À partir de quel moment peut-on dire qu'un énoncé est audacieux? Donc là, Boudry, il dit, voilà, la falsification, au sens popperien, c'est pas un vrai critère, mais ça met le doigt sur quelque chose qui est cette idée selon laquelle un énoncé, une bonne théorie, c'est une théorie qui fait des énoncés, des prédictions empiriques audacieuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une prédiction empirique audacieuse? Alors, il y a au moins deux critères. Il y en a un qu'on trouve chez Popper, qui est juste un critère de comparaison, c'est qu'une théorie A est plus audacieuse que B si les prédictions de A impliquent les prédictions de B, mais pas le contraire. Donc, un exemple simple, c'est, imaginons que je donne, que j'ai créé une drogue qui permet aux étudiants de mieux réussir les examens. Et il y a une hypothèse qui est, les résultats des étudiants seront meilleurs s'ils prennent ce médicament que s'ils ne le prennent pas. Et il y a une hypothèse qui est, les résultats des étudiants seront entre 2 et 3 fois meilleurs s'ils prennent ce médicament que s'ils ne le prennent pas. L'idée, c'est que la deuxième hypothèse est plus audacieuse que la première. Elle prend plus de risques parce qu'elle peut être réfutée par tout ce qui réfute l'autre, mais pas l'inverse. Tout ce qui réfuterait l'hypothèse selon laquelle le médicament rend les étudiants meilleurs va réfuter l'hypothèse selon laquelle la drogue le médicament rend les étudiants entre 2 et 3 fois meilleurs, mais pas le contraire. Par exemple, si elle les rend juste 1,5 fois meilleurs, ça falsifie pas l'énoncé très général, mais ça falsifie l'énoncé très précis. Donc, par exemple, c'est ça qui amène certaines personnes comme Quine à dire que un des avantages de la mathématisation des hypothèses en sciences, c'est que ça permet des hypothèses plus audacieuses. Parce que quand vous commencez à quantifier les choses, vous pouvez faire des prédictions beaucoup plus précises. Et donc être plus audacieux. Un autre critère d'audace qu'on peut formuler, c'est que la théorie doit faire des prédictions, mais des prédictions qui sont surprenantes par rapport à nos connaissances actuelles en l'absence de la théorie. C'est-à-dire si elle prédit des choses auxquelles on s'attendrait même sans formuler cette théorie, c'est pas très audacieux. Vous voyez, par exemple, si je fais l'hypothèse selon laquelle il existe des petits gnomes invisibles qui tirent en permanence les objets vers le sol, malgré l'aspect bizarre de cette hypothèse, on peut dire qu'elle n'est pas bold parce qu'elle prédit exactement ce qu'on observe déjà en fait. Elle prédit rien de bien nouveau qui serait surprenant. Donc là, l'exemple classique de théorie bold, c'était celle d'Einstein qui disait que la trajectoire de la lumière émise par les étoiles devrait être déviée par les astres massifs. Ça, à l'époque, c'était une prédiction qui était quand même très différente de ce qu'on pouvait prédire par rapport à la théorie classique. Donc, par exemple, techniquement, si on reprend l'intelligent design, c'est une théorie qui ne fait aucune prédiction qui est bold, en fait. Il va juste faire des prédictions des prédictions vraiment hyper minimales dans le sens où des prédictions du genre, les animaux vont être plus ou moins adaptés à leur terrain parce que Dieu les a créés pour ça, quoi. Mais ça n'a pas l'air de faire de prédictions nouvelles très, très fortement contre-intuitives. Voilà, donc j'arrive à ma dernière slide, et là, la question, c'est juste un des problèmes qu'on trouve dans la façon dont Boudry propose d'étudier la distinction entre science et pseudoscience, c'est que, en fait, ça fait pas de distinction entre pseudoscience et mauvaise science, si vous y réfléchissez bien. C'est-à-dire que chez Boudry, il y a toute l'activité qui se passe sous le terrain scientifique, et dès qu'elle ne remplit pas les bons critères épistémiques, c'est de la pseudoscience pour lui. Et là, on pourrait se dire, mais est-ce que du coup, on voudrait pas faire une distinction entre la pseudoscience et la mauvaise science? Ou est-ce qu'en finalement, en fait, c'est une question qu'on n'a pas besoin de se poser? Donc ça, c'est quelque chose qu'on discutera dans les séances sur la mauvaise science. Est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue la pseudoscience de la très mauvaise science? Par exemple, est-ce que là, dans la période de Covid-19, il y a eu plein d'essais cliniques un peu foirés, il y a eu des études très bizarres sur plein de remèdes supposés au Covid. Il y a eu beaucoup de critiques sur l'idée qu'on a perdu beaucoup de ressources, il y a eu beaucoup de gâchis pour beaucoup de recherches qui nous donnaient de la
nous apprenait pas grand-chose. Est-ce qu'on était juste dans de la mauvaise science ou est-ce on peut carrément dire qu'on est déjà dans de la pseudo-science? Et ça, c'est une question que j'aborderai dans un autre cours. Voilà, maintenant, je vais arrêter là pour ma part et je vais laisser du coup, la parole à Serge Brett-Morel. Et bon, si vous avez des questions à me poser, je resterai à la fin du cours parce que je préfère laisser un peu de temps à notre intervenant. Voilà, donc je te laisse. Oui, donc il faut que je trouve.